Dick rompit enfin le silence et dit « Hôte, pardonnez-nous d'avoir l'esprit un peu lent après dîner. Qu'aimeriez-vous faire? Voulez-vous que nous sortions Grisson et que nous rentrions bien tranquillement à Hammersmith? Ou bien vous plaira-t-il de venir entendre avec nous un concert de chant donné par des Gallois dans une salle pas loin d'ici? Ou encore, voulez-vous que, dans un petit moment, je vous emmène dans la cité où vous pourrez voir quelques spécimens vraiment beaux de notre architecture? Ou bien, enfin, faites votre choix. Ma foi, dis-je, je ne suis pas d'ici et je vais vous demander de choisir à ma place. En réalité, je ne me souciais nullement qu'on s'occupât de me distraire en ce moment. Et j'avais en outre le sentiment que le vieillard, avec cette espèce de connaissance qu'il avait du passé, et même cette espèce de sympathie à rebours que produisait en lui la haine virulente qu'il éprouvait à son endroit, me faisait une sorte de couverture de protection qui m'abritait du froid glacé de ce monde si entièrement nouveau où je me trouvais, pour ainsi dire, dénudé de toutes mes habitudes de pensée et d'action. Et je n'avais aucune hâte de me séparer de lui. Sur-le-champ, il vint à mon secours et dit « Un instant, Dick. Il y a une autre personne à consulter que toi-même et que notre hôte, et cette personne, c'est moi. Je ne vais pas me priver du plaisir de sa compagnie en ce moment, d'autant plus que je sais qu'il a encore quelque chose à me demander. Allez donc écoutez vos Gallois, allez. Mais auparavant, apportez-nous dans notre coin une autre bouteille de vin, après quoi, filez aussi vite qu'il vous plaira, et revenez chercher notre ami pour le remmener dans les quartiers de l'Ouest, mais ne vous hâtez pas trop. » Dick acquiesça de la tête en souriant, et nous demeurâmes bientôt seuls, le vieillard et moi dans la grande salle. Le soleil de l'après-midi illuminant doucement le vin rouge de nos longs verres aux formes bizarres. Alors Hammond me dit « Y a-t-il quelque chose dans notre manière de vivre qui vous intrigue particulièrement? Maintenant que vous en avez entendu parler et que vous avez pu en voir quelque chose. Je crois, dis-je, que ce qui m'intrigue le plus, c'est la façon dont tout cela est arrivé. Cela se conçoit, dit-il, tant est grand le changement. Il serait à la vérité difficile, sinon impossible, de vous raconter toute l'histoire. Prise de conscience, mécontentement, trahison, déception, ruine, misère et désespoir. Ceux qui, parce qu'ils voyaient plus loin que les autres, furent les artisans de cette transformation, traversèrent toute cette phase de la souffrance. Pendant ce temps, sans nul doute, la masse des gens assistait, sans comprendre, à ce qui se passait, trouvant tout cela aussi absolument naturel que le lever et le coucher du soleil. Et dans le fond, ce l'était. « Dites-moi une chose, si vous le pouvez, dis-je. La transformation, la révolution, comme on l'appelait, s'est-elle accomplie pacifiquement? » Pacifiquement, dit-il. Quelle sorte de paix connaissent-ils, ces pauvres êtres ignorants du XIXe siècle? Ce fut la guerre du début à la fin, guerre à outrance, jusqu'à ce que l'espérance et la joie vinssent y mettre fin. Voulez-vous dire littéralement la lutte armée, dis-je, ou des grèves, des lockouts et la famine dont on nous avait parlé? Tout cela, dit-il. En fait, l'histoire de cette terrible période qui marque le passage de l'esclavage commercial à la liberté peut être ainsi résumée. Lorsque surgit tout à la fin du XIXe siècle l'espoir de réaliser pour tous les hommes une forme de vie collectiviste, le pouvoir des classes moyennes qui tyrannisaient alors la société était si disproportionné et si écrasant que presque à tous, et à ceux-là même qui avaient pour ainsi dire malgré eux, et contre toute raison et contre tout jugement, conçu une espérance, elle apparaissait comme un rêve irréalisable. À tel point que certains, parmi les plus éclairés qu'on appelait à cette époque les socialistes, quoiqu'ils aient fort bien su alors et même affirmé publiquement que la seule forme rationnelle de la société était le communisme intégral, tel que vous le voyez à présent autour de vous, reculaient cependant devant ce qui leur paraissait être la tâche stérile de prêcher la réalisation d'un rêve de bonheur. En regardant maintenant derrière nous, nous reconnaissons que la principale cause efficiente de cette transformation était une grande aspiration vers la liberté et l'égalité, de même nature, si vous voulez, que la passion irraisonnée de l'amant pour sa maîtresse, une nostalgie du cœur qui repoussait avec dégoût l'existence sans objet et solitaire du citoyen aisé et cultivé d'alors. Langage, mon cher ami, qui a aujourd'hui perdu tout son sens, tant nous sommes loin des terribles réalités dont il était l'expression.
Or, ces hommes, bien que conscients de ces sentiments, ne mettaient en eux aucune foi comme instrument de transformation. Rien d'étonnant d'ailleurs à cela, car tout autour d'eux, leurs yeux ne voyaient que la masse immense des classes opprimées, trop écrasées par la misère dans laquelle elles vivaient, trop accablées sous le poids de l'égoïsme qui naît de la misère, pour être capables de concevoir aucun autre moyen d'y échapper que la voie habituelle qu'imposait le régime d'esclavage sous lequel ils vivaient, à savoir, ni plus ni moins qu'une chance incertaine de se hisser au-dessus de la masse des opprimés, jusqu'à la classe des oppresseurs.